C'est l'été et cet été, nous avons envie, au-delà de l'actualité politique, on va dire un peu actuelle, habituelle, voilà, de faire des petites capsules où on va parler de sujets, politiques assez divers, dont on a envie de parler depuis longtemps, mais voilà, l'occasion s'était pas présentée. Et aujourd'hui, on a envie de regarder une interview que Geoffroy de Laganneri a donnée à France Inter il y a un petit moment déjà, je dirais il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, où Geoffroy de Laganneri présente un de ses livres qui est pas le dernier, qui était, le livre qu'il avait fait sur l'amitié et sur sa vision de la famille. Il est invité par Léa Salamé. L'interview dure une dizaine de minutes. On va se la regarder avec mon acolyte Chris, car vous ne le savez pas, mais ça fait longtemps qu'on parle de cette interview tous les deux avec Chris et qu'on a beaucoup de trucs politiques à en dire. Chris, comment ça va? Ça fait longtemps, comme tu dis, qu'on voulait parler de Geoffroy. Il y a plein de Oui. trucs à dire sur Geoffroy. Là, c'est spécifiquement une petite capsule sur la famille. On y reviendra plus tard. On va pas vous teaser trop, mais il y aura des nouveaux longs formats. Un peu comme les Paye ton droit tard, mais voilà, un peu différent. Et il est possible qu'on parle de Geoffroy. Donc c'est une petite vidéo qui dure pas longtemps, 10 minutes. Donc à l'échelle de l'appât du team, ça fait un règle de 7 heures. Mais on va essayer d'être essayer d'être efficace. Merci d'être avec nous ce matin. On vous connaît surtout pour vos recherches sociologiques et vos engagements politiques. On a donc été étonnés de découvrir le sujet de votre nouvel essai, L'amitié. Ça s'appelle 3, une aspiration au dehors chez Flammarion. 3, ce sont 3 hommes, 3 amis, 3 âmes qui ne peuvent s'imaginer vivre l'un sans l'autre. C'est vous, Didier Ribon, philosophe et sociologue, auteur notamment de Retour à Reims, et l'écrivain à succès, Édouard Louis. C'est une amitié qui dure depuis 10 ans, une amitié absolue que vous décrivez comme un mode de vie, comme une longue discussion qui ne s'arrêterait jamais. Mais pourquoi avoir eu besoin d'écrire, de raconter cette amitié, de la théoriser aussi? Vous estimez qu'elle pourrait être un modèle philosophique intéressant, digne d'être partagé en tout cas? Voilà le pitch du livre. Geoffroy nous raconte son histoire d'amitié et nous dit qu'il peut être un modèle pour la société. Alors, ça, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Donc, il va nous expliquer ce qu'il en dit. En fait, le point de départ de ce livre, c'est peut-être avant tout une forme de tristesse et une forme de mélancolie quand je regarde la vie dont elle est organisée socialement. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à se conformer à des schémas traditionnels, à des modes d'existence tels qu'ils sont codifiés par nos sociétés. L'idée selon laquelle la vie doit organiser par un certain nombre de cycles, la jeunesse au moment des études, puis la mise en couple. Se mettre en couple, ça serait s'installer ensemble, même parfois dormir dans le même lit. Puis ensuite avoir des enfants, s'engager dans le rôle familial, dans le rôle parental. Alors ça, c'est triste pour Geoffroy. Moi, je trouve qu'il a vraiment un truc d'adolescent de 14 ans, qui dit je veux pas de cette vie que mes parents mènent, quoi. Et en fait, il dit c'est un peu triste, tout le monde fait pareil, métro, boulot, dodo. Et ça, c'est typique de Geoffroy de Laganneri. C'est vraiment, il enfonce, mais c'est même pas des portes ouvertes, il enfonce des dormants sans porte, en croyant vraiment être transgressif. Moi, je sais pas comment il arrive à faire ce tour de passe-passe, mais c'est magnifique. Et tu vois, il y a quand même un truc qui est assez hallucinant, c'est que, tu vois, d'emblée, quand lui, il dit, toi, le titre de la vidéo, c'est «J'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui». Et là, d'emblée, c'est ce qu'il dit, voilà, il faudrait se mettre en couple, il faudrait devenir parent, et cetera, et cetera. Il y a plein de gens, notamment à gauche, qui peuvent avoir une critique extrêmement importante de ce modèle-là. Mais pas du tout sur un argument, c'est l'ennui, c'est pas assez rigolo, et cetera. Mais plutôt, C'est ça. c'est un lieu de domination et d'oppression, en fait. Tu vois? Bon, C'est bon. alors peut-être que le fait d'être un mec blanc issu d'une famille très riche joue un petit peu sur le fait que l'angle d'attaque de Geoffroy est l'angle de est-ce qu'on va pouvoir bien se marier ou pas, quoi. Mais en fait, il y a plein de gens pour qui la jeunesse, c'est pas les études, par exemple. Il y a plein de gens pour qui la mise en couple et le fait d'avoir des enfants, c'est difficile, pas parce qu'il faut, on va dire, renoncer à son individualité, qu'on peut libérer comme ça, parce qu'on n'est pas obligé de dormir avec quelqu'un et tout ça, mais parce qu'on est dans un couple qui est violent, ou qu'on est dans une parentalité qui est contrainte par des conditions matérielles. Peut-être que des enfants aussi subissent la violence de leurs parents, de leur père, de leur mère, etc. Particulièrement les violences S, qui sont extrêmement fréquentes, 10 à 20% des enfants en France qui subissent ça dans le cadre conjugal. Donc déjà, on part sur une base où on est là, ouh là 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 là. Ouh là là, est-ce qu'on va se prendre de la bourgeoisie dans la gueule? Je crois que oui. C'est ça. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est ils dorment dans le même lit. Tu vois, c'est genre, ils font ça par conformité. Alors ça, on pourrait revenir sur des extraits de Bourdieu là-dessus qui sont catastrophiques, qui pensent que les gens agissent par conformisme ou par habitude, ce qui est absolument faux et ce qui est absolument anti-marxiste comme vision. On pourrait détailler ça. Mais ce qui est drôle, c'est ils dorment dans le même lit. C'est pas marrant. Alors, ne pas dormir dans le même lit quand vous avez une vie conjugale, c'est pas simplement déjà une habitude standard. Déjà,
qui fait chambre à part? Souvent, c'est la bourgeoisie. Et surtout, faut avoir une chambre de plus. Faut avoir de lit. Faut avoir de lit, je crois. Voilà. C'est qu'à un moment donné, Voilà. cette liberté matérielle de chacun son appart, chacun son lit ou chacun sa chambre, etc., bah, ça reste des conditions concrètes que tout le monde ne peut pas attendre. C'est vrai que c'est marrant, hein, ces paysans du 19e siècle qui dormaient avec la vache et le mouton Et avec leurs enfants. et leurs enfants dans la même fou, pièce, hein. dis donc, mais franchement, quelle vie de Incroyable, merde. Ils pouvaient pas avoir une sexualité épanouie. Ah ouais, c'est sûr, Geoffroy, les pauvres, ils avaient Tout ça pas par de... conformisme, par Tout ça- habitude de dormir au-dessus de l'étable. Gna gna gna, j'ai pas de quoi me payer de chauffage. Ouais, c'est bon, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, quand on dit famille, amitié comme ça, toujours, nous en marxiste, on essaie de dire, ça n'existe pas, ces concepts-là. Ça n'existe pas, la famille. C'est un concept qui ne recouvre rien de concret. Il y a la famille nucléaire, patriarcale, proto-capitaliste, la famille communautaire méditerranéenne, la famille communautaire germanique. Vous voyez, c'est des situations historiques et matérielles spécifiques. Quand vous dites famille, comme ça, vous avez rien dit. Et ben, vous allez voir, habituez-vous avec la Gannery, il dit jamais rien, si ce n'est ce petit problème de bourgeois parisien, de trouve qu'il dit « Mes parents, ce qu'ils faisaient, je trouvais pas ça ouf et je veux pas la même vie. » Spoiler alerte, Geoffroy, en général, quand on est immature politiquement et intellectuellement comme toi, on n'aime pas la vie de ses parents, hein. Enfin, c'est assez basique, hein. Et vous allez loin, il est radical. Exactement. Et je je voulais- Ah, il est radical devant Salamé et Demorand à France Inter. Exactement. Et je je voulais trouve commencer que par l'amitié. ces cadres et institutionnels qui justement orientent les existences, beaucoup de gens se sentent en décalage avec ce genre de mode de vie-là. Beaucoup de gens auraient envie d'avoir d'autres aspirations, d'autres vies possibles et non pas de discours pour se les représenter. Et donc l'idée du livre, en fait, Voilà, donc ça c'est intéressant, et je pense que ça va t'intéresser aussi. C'est par manque de discours et de représentation que des gens n'ont pas la vie à laquelle ils aspirent. Voilà, donc là on est vraiment sur l'idéalisme absolu de Geoffroy de la Gannery, qui est sa vision du monde. Il faudrait des nouveaux discours sur la famille, sur l'amitié, sur le couple, pour que des gens puissent avoir des nouvelles représentations et sortir d'une vie qu'ils ne jugent pas satisfaisante. Bah oui, ça c'est un peu le classico de Geoffroy de la Gannery quand tu l'as dit. Et vraiment, enfin, il est possible, Geoffroy de la Gannery, qu'il y ait tout un tas de gens, par exemple, qui se reconnaissent pas dans le couple hétérosexuel avec enfants et tout, et qui sont obligés de s'y conformer, pas parce que on leur a pas dit que ça pouvait exister autrement, mais parce qu'ils vivent, par exemple, ils vivent dans une famille, dans une communauté de vie très homophobe. Et du coup, c'est compliqué. Et du coup, ils vont aller, par exemple, un homme homosexuel qui peut aller se marier à une femme, avoir des enfants sur le papier pour pouvoir survivre en fait dans une société homophobe. Et puis à côté, vivre sa vie avec éventuellement des amours, des relations avec des hommes de manière cachée. C'est pas parce qu'il n'a pas assez de représentation en fait, c'est parce que la société est homophobe. Alors ça, c'est des trucs qui bougent par la lutte, etc., par plein de choses. Mais voilà, ce n'est pas. Enfin, je pense que c'est pas un bouquin qu'ils attendaient pour pouvoir s'outer. Mais ce qui est marrant en plus, on va le voir, mais cette façon de dire moi je choisis ma vie, je trouve, je te dis, très immature intellectuellement et politiquement. Moi je choisis ma vie et le mieux que je puisse faire, c'est me mettre en avant pour donner, on veut dire, l'image à ceux qui n'ont pas mon courage de changer individuellement. Et ce qui est drôle, c'est à la fin, on analyse qui fait ça, qui choisit sa vie. Bah, c'est un homme blanc, dis donc, qui vient d'un milieu bourgeois et qui a des études supérieures. Ah bah tiens, c'est surprenant, tu vois. Enfin, tu te dis, mais attendez, quand vous êtes une femme, déjà, c'est bizarre hein, qu'on n'ait pas justement que ce récit dont il parle soit pas fait par des femmes ou quoi que ce soit. Quand on voit par exemple des femmes qui Alors commencent si, il est en face d'une meuf qui fait typiquement ça, qui a fait Léa Salamé, une série qui s'appelle Femme puissante. Voilà, Femme puissante. Et où elle interviewe des PDG, des machins, des trucs pour raconter à quel point, même quand on est une femme, en fait, on peut se réaliser soi-même, tu vois, on peut vraiment prendre le pouvoir sur sa vie et décider de faire des choses parce que c'est une question de mindset et puis d'y aller, en fait, faut arrêter de se dire, faut avoir des modèles, en fait, de femmes qui réussissent. C'est pour ça que les femmes, elles réussissent pas, c'est qu'elles n'ont pas assez de modèles de femmes qui réussissent. Et à chaque fois, tu as envie de dire, Léa, de quelle classe sociale sont les femmes dont tu parles, en fait? N'est-ce pas ça le sujet central? Bordel de merde. Voilà. Ouais. Donc ils vont bien s'entendre hein, tous les deux. À part que Léa elle a des gosses et qu'elle trouve ça cool, donc ça doit la gêner un peu que Geoffroy trouve que c'est de la merde de faire des gosses, mais sinon le reste ils sont d'accord. Hein. Il y a des gens dans le chat là qui disent mais en fait les représentations c'est pas inutile, etc. Non mais ce qu'on dit c'est que les représentations viennent de fonctionnalités sociales. La représentation que croit faire aujourd'hui Geoffroy de la Gannery en fait est une représentation assez standard.
le monde n'a jamais été aussi libéral qu'aujourd'hui, encore plus pour les gens de sa classe sociale, dans la tolérance vis-à-vis de ne pas avoir de vie maritale, de pas du avoir célibat, d'enfants. etc. C'est-à-dire que ce qui n'interroge pas lui, c'est de se dire quelles sont les conditions matérielles de ma représentation. Voyez ? Et la représentation de Geoffroy Laganerie, elle est intéressante, elle peut être stimulante, mais elle va être impossible pour des gens qui vivent dans d'autres conditions matérielles que lui. C'est-à-dire pour des gens beaucoup plus dans des milieux conservateurs, prolétarisés, avec moins d'accès à la matérialité. C'est-à-dire, par exemple, ce que moi j'avais expliqué une fois avec Padu, c'est par exemple de montrer comment la famille a pu être remise en question dans les années 50-60, justement parce que l'ascendance de la société, la libéralisation et le fait qu'il y avait par exemple le plein emploi et que c'était extrêmement facile de trouver des ressources à l'extérieur de sa famille et donc de partir de chez soi et de pouvoir à 18 ans partir de chez soi trouver des ressources permettait des conditions matérielles de critique de la famille parce que permettait des conditions individuelles de sortie de la famille. Et ça, c'est ça qu'il n'interroge pas. Là, il n'interroge pas les conditions matérielles de sa représentation. C'est ça qui nous intéresse, nous, c'est de dire, ok, très bien, ta représentation, elle peut être intéressante, il y a des gens qui vont la lire, etc. Mais comment on va faire en sorte que de passage de cette représentation, on puisse donner les conditions matérielles de transformation qui vont faire en sorte que, bah oui, les gens puissent faire comme Geoffroy de Laganerie. Les représentations et les livres de Geoffroy de Laganerie ne vont pas suffire. C'est de Allez, partir d'un continuons récit sur Geoffroy. d'une amitié et d'une vie qui s'organise autour de l'amitié, de faire de l'amitié un mode de vie comme le foyer d'une réflexion critique sur les normes sociales et culturelles et de faire de l'amitié le foyer d'une contre-culture par rapport aux modèles institués qui dominent très largement nos sociétés. Vous écrivez vivre, c'est Alors, ce qui est intéressant, c'est, voilà, toujours pareil, enfoncer des portes ouvertes. Qui remet en question l'amitié, quoi ? Personne. Qu'effectivement, l'homosexualité masculine, féminine, etc., soit remise en question. Mais alors, mais qui remet en question le fait d'avoir des amis ? C'est même une injonction sociale aujourd'hui d'avoir un cercle d'amis. Personne ne peut aller en soirée et dire « Moi, j'ai pas d'amis, je déteste ça, l'amitié, je trouve ça con les gens qui n'ont pas d'amis. » Enfin, ça fait partie des conditions sociales normales d'existence. Donc, faire passer ça pour quelque chose de transgressif, mais ça, c'est... Mais vraiment, mais même France Inter, et vous allez le voir dans l'interview, même France Inter dit « Ok, pas de problème, quoi ». Et je dirais même qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, et d'ailleurs, il suffit de voir un peu ce que c'est le monde adolescent, etc. Enfin, typiquement, avoir un cercle d'amis, c'est bien plus important que d'être en couple. Le couple est en train d'être remis beaucoup plus en question dans les jeunes générations que de ne pas avoir d'amis. C'est beaucoup plus facile de dire, je ne suis pas en couple parce que je vis ma vie comme ça, etc., que de dire je ne veux pas avoir d'amis, j'aime pas les gens ou quoi que ce soit. Allez voir, faites l'essai. Effectivement, par rapport à d'autres générations, d'autres rapports sociaux, oui, effectivement, dire à des gens de 50 ans ou de 80 ans, moi je ne me mettrai jamais en couple, effectivement, là il y a des conflits générationnels parce que c'est des gens qui ne viennent pas des mêmes perspectives sociales et matérielles, mais de dire ça en 2025 à des gens de l'âge inférieur de Laganerie, il y a absolument mais rien de transgressif, quoi. Allez, vivre à continuons Troyes, sur être Geoffroy. ému à Troyes, assistant à Troyes à un concert ou à un événement public, commenter à Troyes ce qui se passe. Je crois qu'il n'y a pas une journée depuis que nous nous connaissons où nous ne nous sommes pas dit bonne nuit en nous couchant et bonjour en nous réveillant. Je précise que vous ne vivez pas ensemble. Nous fêtons nos anniversaires ensemble, Noël ensemble, la nouvelle année ensemble, nous voyageons ensemble, nous prenons constamment soin les uns des autres. Le terme d'amitié suffit-il pour qualifier ce qui se passe entre vous ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus intense, quelque chose qui ressemble à de la vie communautaire, voire à de la vie conjugale, même si vous n'aimez pas le terme ? C'est justement l'opposé, c'est l'opposé de la vie communautaire, c'est l'opposé d'une famille choisie. Au contraire, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que très souvent, quand une amitié est forte, on veut toujours la rapprocher d'autres choses pour en faire l'éloge. Très souvent, quand on fait l'éloge de l'amitié, soit on va la rapprocher de la famille, on va dire tu es mon frère, par exemple je t'aime comme un frère, ou alors on va penser l'amitié entre deux amis comme de l'amour sans sexualité, c'est je t'aime comme si j'étais amoureux de toi. C'est comme si toujours l'amitié devait être autre chose qu'elle-même pour en faire l'éloge. Et moi, je pense qu'au contraire, l'amitié est une forme de vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, beaucoup plus émancipatrice que la famille, que l'amour, que le couple, etc. Et donc, le projet du livre est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas amicaliser la plupart de nos relations ? Qu'est-ce que ça veut dire amicaliser le couple ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un rapport avec sa mère d'amis ou avec ses frères un rapport d'amitié ? Essaye de réévaluer l'amitié comme une forme de vie positive qui n'a pas besoin d'avoir la référence au couple, à la famille ou à la fraternité pour être légitime. Donc là, toujours pareil, c'est partir de soi-disant d'une centralité de la famille qui est en voie de disparition, mais moi je trouve que c'est même plutôt, on est en voie réactionnaire aujourd'hui, on voit la réapparition de la famille qui était à mon sens quelque chose
qui était en critique. Toi, toute la théorie critique marxiste, des féministes marxistes des années 70, 80, 90, c'était justement cette critique de la famille, cette critique de l'unité domestique, etc. Et on voyait que les conditions matérielles d'émancipation des femmes, c'est-à-dire de faire en sorte que on sorte du foyer, qu'il y ait du travail, etc., toute cette force critique, toute cette remise en question de la famille, le fait d'avoir des nouveaux droits, le fait d'avoir des nouvelles conditions matérielles sur le contrôle des naissances, etc., donnait justement les possibilités concrètes d'avoir des vies réalisées amicales, individuelles, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'on voit la réapparition de la famille, à mon sens, pour des conditions matérielles qui se dégradent, c'est-à-dire parce qu'on va avoir moins justement de solidarité sociale, que ce soit la sécurité sociale, la retraite, typiquement beaucoup de choses qui ont permis aussi l'émancipation des femmes, le planning familial, toutes ces entreprises de soutien collectif sont en train d'être tués par le néolibéralisme. Et comme par hasard, on voit des gens réinvestir la famille. Parce que justement, moi je disais à une époque, oui, Tanguy, c'était marrant quand le film est sorti, c'était une comédie. Maintenant, être à 30 ans, ça va être des films tragiques ou pathétiques dans les nouvelles générations. Pourquoi ? Parce qu'on va faire de la famille un truc central de solidarité pour survivre à l'état néolibéral qui se déprécie. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est de ne pas voir en fait qu'il y a ce retour de la famille parce qu'il n'y a pas les conditions concrètes d'être un individu, libre, voilà, et que ces conditions concrètes, à cause du néolibéralisme, dont on pourra interroger, mais on le fera plus tard, le rapport de Laganerie à ça, est en train de tout tuer, et donc on revient à cette solidarité familiale. Et là, on a un Laganerie qui ne voit pas cet effet dynamique, qui ne voit pas les conditions matérielles qui font de la famille une structure centrale ou décentrée, qui nous dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est proposer l'amitié en face. Bah non, en fait, ça suffira pas, parce que pour l'instant, ce que toi tu proposes par rapport à la dynamique du monde matériel, ça s'appelle un privilège, en fait. Aujourd'hui, c'est un privilège de pouvoir dire, moi j'ai choisi ça par rapport à la famille. Et après, sur son refus, tu vois, d'utiliser le mot de fraternité, tu vois, par exemple, il trouve ça dégradant, de faire des analogies à la famille pour parler d'un attachement très fort qu'on peut avoir à quelqu'un en dehors d'un lien de sang. T'es mon frère parce qu'on est issus des mêmes parents, et génétiquement des mêmes parents, etc. Moi, je comprends pas pourquoi il aime pas le concept de fraternité. Justement, c'est une manière d'universaliser le concept. Enfin, je veux dire, c'est dans notre devise en France, hein, n'est-ce pas ? Et l'idée, c'est de dire qu'on est tous frères et sœurs en humanité, quoi. Et en fait, le fait de dire, voilà, ma sœur, par exemple, se sentir en sororité et tout dans les mouvements féministes, c'est aussi acter le fait qu'on est un collectif et qu'on est ensemble, en fait, qu'on a une expérience de vie commune, un rapport commun au monde, et que du coup, ça va déterminer à la fois nos possibilités dans notre vie, etc. Mais surtout, si on a envie de lutter parce que la situation ne nous convient pas, ça nous permet de nous souder ensemble et de nous unir pour aller mener des luttes. Alors là, si on pourrait citer des luttes féministes, là, par exemple. Alors, luttes féministes qui ne sont pas le truc qui intéresse le plus Geoffroy de Laganerie dans sa vie, hein. Mais voilà, tu vois, c'est très bizarre de refuser. Je trouve que derrière, il y a vraiment une pensée bourgeoise, individualiste, de fou, en fait, tu vois. Ce truc de refuser d'être mis dans un lien fort. La fraternité, c'est on est liés très fortement et de manière immuable parce que nous avons une communauté ensemble. Et en fait, tu vois, là, c'est une espèce de manière de dire, en fait, moi, je veux que dans chacune de mes relations sociales, je puisse prendre ce dont j'ai envie, laisser ce dont je n'ai pas envie. Et vous allez voir, après, on va partir dans des trucs où il va parler des enfants, mais alors là... Surtout... Là, les gars, vous n'êtes pas prêts. T'as raison. Et puis c'est surtout c'est réduire la fraternité, l'idée de frère et de sœur, vraiment à un concept qu'il n'a pas défini de quelle famille il parle. Ça veut dire quoi la famille ? Exactement. La famille de Geoffroy de Laganerie, c'est pas la mienne, hein. C'est pas les mêmes rapports. Oui. La famille de Geoffroy, qui commence par de Laganerie, quand il parle de son père d'extrême droite, grand bourgeois, enfin, c'est pas ma famille à moi. Donc, faire croire que la famille, c'est un espèce de bloc monolithique comme ça, où effectivement, le mot frère serait à bannir parce que lui, il a un problème avec ça et que ça recouvre pas tout un tas d'autres logiques, c'est-à-dire que tu parlais de la camaraderie qui est vue comme une fraternité, la devise de fraternité dans liberté, égalité, fraternité, elle a un sens mais largement au-delà de la famille. C'est Exactement. Que quand les révolutionnaires pensent ce concept de fraternité qui d'ailleurs dans la Révolution, la partie la plus bourgeoise a essayé de l'évacuer, c'était aussi de faire en sorte de comprendre que l'humanité ne devait plus être séparée de manière totale et ordonnée. Donc l'idée de fraternité, c'est aussi la profonde cohérence de l'égalité concrète. Voilà, de dire nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas fondamentalement à l'écart, quoi. Je trouve ça vraiment très idéalisant.
Et finalement, enfin, ça dit rien, quoi. Absolument rien. Et l'idée de frères ou de sœurs qui seraient limités aux représentations de la famille nucléaire que Geoffroy de la Gannerie en 2025 en France, dans le monde occidental, rejette, bah c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment catastrophique, quoi. Allez, vous allez voir, ce n'est pas fini, hein. C'est là, c'est la mise en jambe, hein. Parlez de Ça la va être bien sexualité, pire vous après. partagez tous les trois la même orientation sexuelle, Oui. vous êtes homosexuel, mais vous dites que c'est accessoire finalement dans cette amitié, qu'il n'y a pas de dimension sexuelle. Vraiment un peu du mal à vous croire, d'autant que Didier Ribon disait lui-même au Monde en 2018, notre amitié s'inscrit dans une longue tradition de ce qu'on peut appeler la relationnalité gay. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que dans les textes de Foucault, dans les années 80, par exemple, il y avait cette idée que l'homosexualité étant tangente et latérale par rapport aux formes de vie traditionnelles, était un foyer possible d'invention de modes de vie alternatifs. Et Foucault disait, ce que je reprends dans mon livre, qu'il y avait un appauvrissement du tissu relationnel dans nos sociétés, que les formes de vie que nous avons sont extrêmement codifiées par 3-4 relations, en fait, que nous avons des rôles parentaux, des rôles conjugaux, des rôles professionnels. Et c'est quand même très triste qu'on soit 8 milliards sur Terre et qu'on puisse vivre nos vies qu'avec 4 types de relations. Enfin, je pense que c'est un grand appauvrissement de nos Mais vies. je vous repose Et quand même la oui, oui, question et donc- sur l'orientation sexuelle, parce que vous dites on aurait pu être hétérosexuel. Oui, Je et crois en pas. fait, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que l'homosexualité était moins importante que la question de la rupture avec le mode de vie familial. Quand je regarde les amis que nous avons beaucoup d'amis qui sont des femmes ou des hommes hétérosexuels, mais qui se partagent avec nous la rupture avec la vie conjugale et le fait de ne pas avoir d'enfants, alors qu'à l'inverse, beaucoup de gays qui auraient pu être des amis ou qui ont été des amis, nous les avons perdus dès qu'ils se sont mis à se mettre en couple, à avoir des enfants. Et donc, en fait, l'entrée dans la vie familiale est plus importante que la Tiens, tiens, sexualité. tiens. Alors là, il y a en plus vraiment le jugement de fait, jugement de valeur, tu sais. Il fait une hiérarchie, tu sais, comme si les gens qui seraient rentrés dans la famille, en plus, tu vois, des gens homosexuels qui se sont battus pour avoir le droit d'avoir des enfants, de se marier, etc., comme si, en fait, ils s'étaient rabaissés à aller vers la famille. Comme s'il n'y avait pas un moyen de penser un rapport familial, un rapport aux enfants qui pouvait être progressiste, révolutionnaire, transformateur, etc. C'est là où il est idéalisant et essentialisant, comme si la famille, peu importe ses conditions, ses rapports sociaux, ses niveaux matériels, etc., serait quelque chose qu'il faut rejeter en bloc. Mais ça, c'est catastrophique. Ce qu'on critique quand on est marxiste, c'est une certaine forme de famille où il y a un ordre hiérarchique entre l'homme et la femme, où c'est une unité de production de la reproduction domestique. C'est pas le fait simplement d'avoir des relations familiales, des frères, des sœurs, des enfants et des parents, quoi. Et donc, Geoffroy de la Gannerie, c'est intéressant qu'il nous dise qu'en fait, lui, il a gardé lien avec ses potes qui n'ont pas d'enfants, mais il a perdu le lien avec ses potes qui ont des enfants. Alors moi, j'ai une hypothèse, peut-être que je me trompe, hein. Donc voilà, on va dire que c'est une hypothèse générale, pas que sur Geoffroy en particulier. Moi, mon hypothèse, c'est que les potes de Geoffroy de la Gannerie, quand ils ont accueilli leur bébé, il leur est arrivé exactement la même chose qu'il arrive à la majorité des jeunes parents. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des conditions matérielles difficiles pour la parentalité. En général, les cellules familiales sont très éclatées. Alors, bon, Geoffroy de la Gannerie a l'air de trouver qu'en permanence, la famille, c'est de la merde et tout. Mais en fait, quand tu as une société où le collectif ne s'est pas organisé pour pouvoir soutenir correctement les personnes, eh ben, les réseaux de solidarité familiaux restent des moyens de trouver de l'aide, du soutien. Et notamment quand tu accueilles un très jeune enfant, dans le temps, il y avait des très grandes fratries. On élevait les enfants de manière beaucoup plus collective. Et donc, les aînés de la fratrie élevaient les petits. Les plus jeunes de la fratrie voyaient leurs aînés avoir eux-mêmes des enfants, donc côtoyer leurs neveux, nièces qui étaient plus jeunes, etc. Bref, tout le monde avait plus ou moins des contacts avec les enfants et avait un peu une idée de comment on fait du soin aux enfants. Aujourd'hui, dans notre génération, les gens, en général, sont issus de fratries qui sont beaucoup plus réduites et ont, pour beaucoup, pas vraiment d'expérience de ce que c'est au quotidien de t'occuper d'un bébé, ce qui n'est pas un truc acquis, ce qui est un truc qui s'apprend, en fait. Et ça s'apprend beaucoup en voyant faire. L'allaitement, c'est le cas, hein, par exemple. L'allaitement, on sait que c'est beaucoup plus efficace pour des femmes de voir des femmes allaiter, de discuter avec des femmes qui allaitent, de voir plusieurs femmes avoir mis le bébé au sein, etc., pour savoir toi-même allaiter, plutôt qu'avoir ta sage-femme qui n'a pas le temps, parce que c'est dans un hôpital public où la sage-femme doit gérer 15 meufs qui viennent d'accoucher en même temps, etc., qui dit vite fait, bon ben voilà, faut le mettre comme ça, mais de toute façon, si ça marche pas, passez-le au biberon, basta. Donc en fait, les amis de Geoffroy de la Gannerie, ils ont eu leur enfant dans ce contexte-là, avec en plus un congé parental qui est extrêmement réduit, particulièrement pour la personne du couple qui n'accouche pas, et donc qui reprend le boulot au bout de... Alors ça a été 11 jours jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant c'est 1 mois, mais autant vous dire qu'un mois, c'est pas du tout suffisant, hein, pour laisser l'autre seul. Parfois l'accouchement a été difficile, parfois il y a eu des complications, il y a de la fatigue, il peut y avoir eu des hémorragies, etc. Et puis un bébé, ça mange la nuit. Et donc, ça se réveille beaucoup. Et donc, ça change beaucoup le rythme de vie. Et comme on est dans des cellules très éclatées, du fait de la manière dont le travail s'est organisé, Geoffroy, lui, il trouve ça super que tout le monde puisse partir très, très loin de sa famille et tout ça. Alors, il y a plein de gens pour qui c'est super, particulièrement. Alors, lui, il trouve que c'est bien pour pas s'ennuyer, mais il y a aussi des gens, en fait, qui ont vécu de la violence et des oppressions dans leur famille. Et pour qui c'est salvateur, en fait, de pouvoir partir loin. N'empêche que, au moment où tu te retrouves, jeune couple vivant à Paris,
avec l'un qui a ses parents dans les Vosges, l'autre qui a ses parents dans la région bordelaise, mais à qui il parle plus parce que c'est des gros cons, que tes potes, c'est Geoffroy de la Gannerie qui trouve juste ça nul à chier que t'aies fait un gosse et qui jamais vont te demander est-ce que ça va, est-ce que t'as besoin d'aide, est-ce que t'as besoin qu'on te fasse des courses, est-ce que tu veux que j'emmène le plus grand pour parce que le petit dernier est né il y a un mois, est-ce que tu veux que j'emmène l'aîné au ciné cet après-midi, comme ça toi tu peux souffler un peu, tu peux dormir en même temps que la sieste du bébé. Est-ce que Geoffroy de la Gannerie s'est pas dit en fait si mes potes ils ont perdu le lien avec moi, c'est que les conditions matérielles de leur parentalité fait que c'était compliqué de maintenir du lien, particulièrement avec quelqu'un qui estime que son rôle d'ami s'arrête au moment où la personne devient parent et a peut-être besoin d'un soutien affectif et matériel, en fait. Encore une fois, je fais une hypothèse, mais c'est tellement ouf de dire ça. Quand tu connais le taux de dépression postnatale qui existe, 20% hein, des femmes qui font des dépressions postnatales, et les hommes aussi peuvent faire des dépressions postnatales, pas que pour des raisons biologiques, hormonales et tout, mais parce que les conditions pour faire des enfants, tu es dans un logement trop petit, c'est une galère de fou pour avoir une garde, particulièrement dans les grands centres urbains. Trouver une place en crèche, limite, faut que tu réserves ta place en crèche 2 ans avant d'enlever ton stérilet, tu vois, pour être sûr d'en avoir une. Tu dois retourner au travail tôt, tu as des horaires de travail à la con. Du coup, ton bébé, il est fatigué quand tu le retrouves, il pleure, il se réveille la nuit alors que toi, tu as repris le boulot et que tu es épuisé. Enfin, voilà, en fait. Et ça, c'est des histoires de conditions concrètes. Moi, je pense que plutôt que de revendiquer en permanence, ouais, en fait, il faut mettre en avant l'amitié, etc. Mais peut-être que l'acte d'amitié intense quand tes amis viennent d'avoir un bébé, c'est pas d'offrir une peluche en 6 mois et de te raconter avec tes potes qui n'ont pas d'enfants que quand même ils vont avoir une vie de merde maintenant. Et c'est de profondément te soucier, en fait, de quoi ont besoin tes amis. Et là, je parle de ça comme si c'était que de la décision individuelle, mais il y a aussi, bien sûr, des manières d'organiser la société, des congés parentaux plus longs. Et peut-être, tu vois, là, il parle d'amitié, peut-être que ça serait bien de pouvoir normaliser le fait d'autoriser quelqu'un dont un proche vient d'avoir un enfant, pas forcément de sa famille, mais par exemple, moi, au moment, à la naissance de ma deuxième, mes deux étaient très rapprochés, j'étais épuisée, mon mec reprenait boulot. J'ai 2 de mes meilleurs amis qui sont venus vivre chez moi pendant plusieurs semaines pour m'aider. Ça a été vraiment le plus bel acte d'amitié que j'ai vécu de ma vie et je pèse mes mots. Bah oui. Ça m'a sauvée et en fait, elles ont pu faire ça parce que j'ai accouché l'été et qu'elles travaillent à l'éducation nationale et donc elles avaient du temps l'été. Mais on pourrait imaginer des sociétés où quand un de nos proches vient d'accueillir un bébé, eh ben, c'est acté que tu as un temps de congé payé pour pouvoir te libérer du temps et le consacrer aux gens autour de toi qui ont besoin d'aide et particulièrement dans ce moment compliqué, mais aussi très, enfin qui est aussi plein de bons moments, d'accueil d'un nouveau petit être humain sur cette terre. Enfin, on peut trouver que accueillir de nouveaux petits êtres humains sur la terre, c'est de la merde, mais comment te dire? Moi, c'est pas la société qui me fait rêver. Moi, je préfère une société où on ne force pas les gens qui ne veulent pas d'enfants à ne pas avoir d'enfants et où on permet aux gens qui veulent avoir des enfants d'élever ces enfants dans les meilleures conditions possibles et où on permet surtout à ces enfants, parce que vous allez voir que l'enfant est complètement absent hein, de la réflexion de Geoffroy de la Gannerie, à part pour dire que c'est un peu casse-couille, quoi. Mais en fait, normalement, une société communiste notamment, mais une société où on pense dépasser la famille en tant que unité bourgeoise patriarcale qui est là pour reproduire la force du capitalisme. Si on veut la penser différemment et de manière de gauche, normalement, on devrait se dire, mais nous sommes tous responsables des enfants de notre communauté. Tous. Notamment pour ces enfants, bah déjà parce que c'est incroyable pour un enfant de pouvoir avoir plein de figures d'attachement différentes et des gens qui vont leur faire découvrir des choses différentes et tout. Mais aussi parce que parfois, les enfants sont dans des familles, encore une fois, violentes, oppressives, dangereuses pour eux. Et donc, les laisser dans des noyaux nucléaires très fermés, c'est les mettre en danger gravement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, encore une fois, plus de 10% d'enfants qui vivent des incestes dans leur famille et quasiment jamais on arrive à les détecter. Donc voilà, désolée, j'ai fait un développement un peu long, mais comprenez à quel point c'est hallucinant de dire ça, en fait. Moi, je trouve que c'est un anti-humanisme profond. Enfin, tu te dis, je vais écrire un bouquin qui va dépasser la famille et parler de l'amitié. Et ma conclusion sur mes potes qui font des gosses, c'est ça. Ouais, Je suis sur le cul, hein. c'est sûr. Et surtout que justement, on est dans un rapport de la parentalité à l'amicalité. En fait, on voit bien que c'est ça le sujet. Il a pas dit, bah moi c'est mes amis, je les considérais comme des amis, et donc je suis devenu une aide pour eux à élever leurs enfants, et je considère ces enfants comme mes enfants, même si je suis ni leur tonton, ni leurs parents, etc. Enfin, et qui sont aussi des modes de vie communautaires dont on peut parler, etc. Qui sont, comme tu l'as dit, un moyen de décentrer. Moi, ce que je trouve, par exemple, c'est la surpropriarisation des enfants par leurs parents, où les parents sont propriétaires de leurs enfants, etc. C'est leurs enfants, et c'est ce qui font qu'ils s'écartent de tout. Mais il n'y a aucune réflexion là-dessus. Il arrive et il nous dit, ah bah moi, en fait, je considère que ça s'oppose à l'amicalité. Mais à quel moment? Moi, j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants, qui sont très proches des miens, avec qui on n'aurait jamais eu de rupture, parce que moi, j'ai des enfants et pas eux. Et toujours pareil, encore une fois, de la même manière, à quel moment, dans quelle société il parle,
où l'amitié est condamnée? À quel moment, même aujourd'hui, dire je suis célibataire, sans enfant, ça pose problème, à qui? À certains types de visions réactionnaires, c'est pas la société dans son ensemble, et surtout, encore une fois, quelles sont les conditions matérielles de ces choix-là? Le choix de justement pouvoir avoir son appart tout seul et dire bah nous on vit pas ensemble, mais c'est un choix matériel que tout le monde ne peut pas faire, qui est permis par la société et permis par des conditions matérielles. Donc il n'y a absolument pas de transgression dans ce que dit Geoffroy de Laganerie. L'amitié est tout sauf une valeur condamnée ou méprisée par la société normale. Et c'est même Et normatif. quelqu'un qui dit vous pensez que Geoffroy de Laganerie est un mec qui défend l'appropriation exclusive de l'éducation des enfants dans la famille nucléaire. Je pense que lui, si tu lui poses la question, il va dire que non, mais je pense que cette manière de penser les choses, de fait, crée ça. Bah On est oui, matérialiste là ici. En là fait, on est... tu peux pas dire faut abolir la famille, sans penser les conditions concrètes d'abolition de celle-ci en tant que, encore une fois, structure oppressive, etc. Et si tu veux penser l'éducation des enfants de manière beaucoup plus collective, communautaire, à la fois dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt des adultes, parce que c'est toujours les mêmes adultes sur lesquels ça repose, les tâches liées aux enfants et particulièrement les femmes, etc. Et les femmes prolétaires se retrouvent en plus dans leur travail à voir les femmes bourgeoises qui leur délèguent ce travail-là, donc elles font ce travail domestique à la maison, plus le travail domestique des bourgeoises où elles vendent leur force de travail pour le faire. Tu ne peux pas penser ça si ta seule conclusion c'est voilà, il faut des modèles où il y a l'amitié, puis regardez les gens qui ont des gosses, c'est de la merde, ils se désociabilisent et tout. Non, c'est comment on organise des sociétés pour penser ce temps collectif-là. Et ça passe, comme je le disais, par de la réduction du temps de travail, etc., par exemple, par de la normalisation de rapports familiaux beaucoup plus larges. Je parlais de cet exemple de tes potes qui viennent chez toi pour t'aider à t'occuper de ton enfant, mais ça peut être aussi repenser un service public de la petite enfance de grande qualité, repenser de la transmission de savoir entre personnes. Alors après, moi, la surprofessionnalisation de tout, je me pose la question aussi, mais nous, on est marxistes, donc la division absolue du travail, on trouve ça con. Et au contraire, c'est des tâches. Prendre soin d'un enfant, prendre soin d'un bébé, ça fait typiquement partie des tâches comme faire la vaisselle, comme nettoyer quelque part, comme préparer à manger et tout, qui sont des tâches qu'on a tous besoin de savoir faire et donc il n'y a pas besoin de les professionnaliser forcément, quoi. Non, mais en plus, tu dis un truc, et là, le chat, On soyez peut de les bonne foi. démarchandiser. Soyez de bonne foi. Il dit littéralement, je ne peux pas être ami avec des gens qui ont des enfants. J'ai perdu mes amis parce qu'ils sont rentrés dans le couple et dans le fait d'avoir des enfants. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi Geoffroy de Laganerie, dans son livre et ici, nous dit parce qu'ils sont rentrés dans le couple et qu'ils ont des enfants, je les ai perdus. Comment ça se fait qu'ils ne puissent pas avoir des relations d'amitié avec des gens qui ont des enfants? Il vient de citer cet exemple. Qui va dire les gens qui ont des enfants n'ont plus d'amis? C'est faux et archi faux. Ça n'existe pas. Il vient de citer ça en Bah disant si, que... si, Donc, ça peut arriver s'ils ont que des amis qui trouvent qu'avoir des enfants, c'est vraiment de la grosse merde, quoi. c'est ça. Non mais Voilà, voilà. hein. Donc effectivement, qu'on dise effectivement que les enfants aujourd'hui, parce que ça c'est une logique, mais parce que le travail prend beaucoup de temps, que on ne libère pas les gens du monde du travail, parce que justement, comme on l'a dit, que le soutien de l'État est en train de disparaître, le soutien que ce soit aux hommes, aux femmes, les congés parentaux et tout, disparaissent. Et donc que les gens, quand ils rentrent, qu'ils ont des enfants, etc., ont moins de temps disponible pour leurs amis. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas un problème de la survalorisation de la famille par rapport à l'amitié. La question, c'est justement quelles sont les conditions pour pouvoir ne pas avoir à choisir entre avoir des amis et avoir des enfants. C'est ça qu'on attend justement de quelqu'un qui est soi-disant matérialiste ou non réductionniste. Et là, pour l'instant, il n'y a que des opinions, de jugements entre certains ont choisi ci, certains ont choisi ça. Mais non, on choisit pas la famille, on choisit pas les conditions matérielles de la famille, on choisit pas amitié ou famille. La majorité des gens essayent d'équilibrer les deux, quoi, Geoffroy. Tout à fait. Il y a quelqu'un dans le chat identifiant de pigeon qui fait remarquer que Laganerie, il est trop occidental dans sa construction mentale. Mais oui, Non, non, non. Or, Japon et occidentalement Corée du Sud, ces cintré. techniques n'existent pas en Afrique, ni en Asie, ni même chez les Latinos ou chez les Caribéens, mais bien sûr. Et même, je vais te dire, en Occident, il y a encore pas quelques décennies, c'était pas du tout la norme de penser comme ça. Il y a quelqu'un qui finit par dire a-t-il dit que c'est lui qui s'est écarté d'eux? Bah, enfin, je suis désolé, mais Mais en si fait, vous considérez que le pauvre Geoffroy de Laganerie, il a perdu tous ses amis à cause de la famille et que lui, dans ses choix, dans ses relations, il est responsable de rien, bah c'est bon, allez lui faire un câlin et puis c'est pas notre problème. Et c'est même plus important ça, non, je mais ce pense, qu'on que veut du dire, point de c'est vue que d'une théorie les politique. conditions matérielles et la manière dont c'est pensé génèrent ça, en fait. Ça Mm, génère ça, forcément. c'est ça.
Mais ça Et si génère la ça. réponse à dire c'est faire des enfants, c'est de la merde, ça te coupe de toutes tes relations, sans te dire mais pourquoi ça te coupe de toutes tes Puis c'est relations? puis c'est Qu'est-ce qui surtout fait concrètement que les relations se coupent? non, mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, il dit, il y a que 4 formes. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a pas l'amitié ou la famille. Les gens ont des amis et des familles. Les gens n'ont Mais pas oui. l'un ou l'autre. Tout est Et c'est faux pas dans ce qu'il nous toujours la même raconte. chose. Tu as pas la même relation avec chacun de tes amis, tu as pas la même relation avec, enfin, moi, entre mes différents frères, entre, mes cousins, mes machins, enfin, j'ai pas les mêmes relations avec ces gens. C'est pas des relations familiales comme ça, un espèce C'est de ça. bloc monolithique, On a, enfin bon, bref. on traite pas tous ses amis de la même manière. On a des rapports très proches avec certains amis qu'on n'a pas avec ses frères et sœurs. On n'a pas les mêmes rapports avec tous ses amis de la même manière. Enfin, faire croire qu'il y a d'un côté l'un ou l'autre, ce qu'il dit littéralement. Moi, je suis désolé, on vient d'écouter le truc, c'est ce qu'il dit littéralement. Et on va voir, il continue. C'est absolument faux, quoi. On pensait dans les années 70 que faire la révolution sociale, c'était faire la révolution sexuelle, que la sexualité était un enjeu fondamental pour tenir la société. Et moi, je pense qu'en fait, les modes de relation, inventer des formes relationnelles est beaucoup plus Mm. subversif que juste changer la sexualité. Alors voilà, et là on rentre dans l'aspect radical de ce livre. Cette amitié à trois est vécue contre la famille, Oui. contre ce que vous appelez le familialisme, au lieu du conservatisme à vos yeux, qui engendre une existence centrée sur l'éducation des enfants, le culte de la vie domestique et incarne le lieu d'une sorte d'égoïsme collectif. Là, vous citez Bourdieu et vous citez même d'autres sociologues qui expliquent que la famille favorise le développement des dispositions mentales autoritaires, voire fascistes. Oui. La famille, c'est donc, à vos yeux, Geoffroy de la Gannerie, conservateur, égoïste et fasciste. Oui. Oui, la famille est un mode de Vous vie allez pas répressif. un tantinou loin? Non, mais c'est montré sociologiquement. Le simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'en... Ouais, alors, Alors, enfin, non, mais est-ce que là, voir beaucoup de monde veut dire que tu as des relations, enfin, bon ça déjà ce chiffre-là de, ça divise par 5 le nombre de relations et tout, bah, est-ce que du coup ça fait vraiment que ta vie sociale est moins satisfaisante, riche, soutenante et cetera? On n'en sait rien. Après là, il fait un énoncé, on va dire, allez, qui est vraiment le classico du classico de la gauche, qui est une critique de la famille telle qu'elle existe, comme on l'a dit juste avant, cellule bourgeoise qui est, traversée par les mêmes systèmes de domination que la société. Le capitalisme, le sexisme, les LGBT-phobies, le racisme et cetera et cetera. OK, tu vois? Enfin là, j'ai envie de dire: «Bonjour Geoffroy de la Gannerie, nous avons découvert le fil à couper le beurre ce matin». Bon, c'est d'une banalité absolue, mais qui disent que la famille en soi crée des structures mentales fascistes, sans non, mais ça n'a définir ce aucun qu'il entend sens. par la famille. Ça n'a pas de sens. Enfin, je vais te laisser développer là-dessus, Chris, mais enfin, c'est fou, quoi. Mais C'est ça a fou. aucun Ça n'a pas sens. de sens. Bon, déjà, vraiment, le fascisme, c'est une crise du mode de production. Si la famille était générateur du fascisme, enfin, je veux dire, le monde serait fasciste de tout temps, de, Pourquoi le de, fascisme est-il arrivé au XXe siècle, de du tout coup? temps, à tout moment. Enfin, Enfin, je veux dire, enfin, ça n'a absolument toujours pareil parce qu'on ne sait pas de quelle famille il parle. Famille moderne, nucléaire, etc. Enfin, c'est vraiment mais gratuit. On se demande comment les révolutionnaires prolétariens qui étaient eux-mêmes issus de familles ont pu justement penser la révolution et penser d'autres modes de famille. On peut peut-être aussi analyser la façon dont la famille prolétarienne au 19e siècle s'oppose totalement à la famille paysanne ou à la famille bourgeoise. Enfin, c'est vraiment idéalisant parce que, pareil, ça met des catégories derrière la famille sans avoir défini ce qu'il appelait une famille, qu'on soit précis, qui cite Lévi-Strauss, que c'est un de atome de sa famille, je pense. voilà, un atome de parenté ou quelque chose comme ça. Là, il y a rien. Et puis après, bon, bah là, c'est le radicalisme habituel de la Gannerie. C'est fasciste. Si vous avez une famille, vous êtes forcément avec des relations sociales diminuées. Oui, c'est sûr que la survalorisation de la sociabilisation, d'avoir des sorties, d'être disponible pour plein de gens, pour la mondanité, c'est sûr que c'est pas du tout une vue de classe, quoi. Et cette opposition entre s'occuper de ses enfants serait comment dire, un abaissement intellectuel par rapport à avoir plein de sorties avec des amis, bah, c'est catastrophique. Je veux dire, moi, je ne vais pas m'abaisser à ça, mais je veux dire, c'est fait pour choquer Salamé, ça a marché, très bien Geoffroy, mais pour l'instant, tu n'as rien dit, quoi. Là, on dirait vraiment de la provocation à deux balles, quoi.
Attends, on va arriver sur l'organisation du temps de travail après, Ah on va ouais, saigner du nez on là, va hein. voir. S'engage dans un mode de vie conjugal et familial parce que la vie se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique et donc qui produit un appauvrissement considérable du rapport aux autres et Ça peut avec être cette idée enrichissant aussi, selon non? laquelle bah, je pense que moi j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la Jamais, tristesse, à l'ennui. Oui. excuse-moi, L'essentialisation absolue, je c'est comme redis. si... Oui, et Chris, mais ça, c'est tout le temps avec la gannerie. Quand il parle d'antipunitivisme, là, il en a parlé très vite fait, mais de la libération sexuelle dans les années 70. Quand il parle là de famille, le mot de domination et de rapport de force n'existe pas. Ouais. C'est une dinguerie. Il n'est pas capable de penser la domination et les rapports de force. Là, il dit, en fait, ce qui est pas bien, c'est que ça appauvrit le nombre de gens qu'on voit, quoi. Mais jamais il se dit, en fait, c'est des structures oppressives, il y a une puissance, il y a un pouvoir des parents sur leurs enfants qui peut être gravissime, en conséquence pour eux. Il y a un pouvoir dans les couples hétérosexuels des hommes sur leurs femmes qui peut être gravissime. Jamais il ne parle de ça. Et je vois quelqu'un dit, il a littéralement dit que c'était fasciste, mais il dit que ça donne, toi, des structures mentales fascistes. Il parle pas des rapports de force au sein de la famille. Bah Il oui. parle de ce que ça te fait à toi, dans tes structures mentales à toi. Il ne parle pas de ça, mais c'est absent. Toujours, hein, quand il parle d'antipunitivisme et tout, c'est pareil. Quand il parle voilà, de libération sexuelle et tout, jamais il ne parle de violence. J'ai même vu raconter sur Quatennens ce que, voilà, quand même, Quatennens, c'était pas des violences sexuelles et ce n'était pas du tout le même ressort que les VSS. Tu vois, on parle de violence conjugale. Enfin, bon, c'est vraiment habituel chez la gannerie hein, de faire ça. Ouais, mais parce qu'ils pensent pas les sujets collectifs. Et ils pensent pas Oui, la oui, dialectique. Ce qu'on voit depuis le début, c'est l'incapacité dialectique, c'est-à-dire de voir à un moment donné que la famille peut avoir des ressorts émancipateurs ou progressistes qui sont empêchés par certaines réalités matérielles. Et là, comme on disait tout à l'heure, moi je le dis, le retour de la famille, pour moi, c'est le retour d'une forme de conservation. La façon dont on va revaloriser la famille, on le voit à droite, à l'extrême droite, etc., comme structure de solidarité, c'est un effet de la crise du mode de production. Et on ne va pas du tout vers quelque chose de progressiste, mais il y a aussi une façon de repenser, mais c'est toute l'histoire de Marx, Engels, de Zetkin, de tout un tas de penseurs marxistes, des marxistes italiennes ou même du marxisme moderne, de penser justement la famille nucléaire bourgeoise de reproduction du capital comme quelque chose à abattre, mais ça n'a jamais été pour dire la famille, les relations familiales, les relations de parenté, les relations de sororité doivent absolument disparaître. Et là, on oppose l'amicalisme par rapport au familialisme. Les deux doivent devenir une synthèse. C'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est absolument jamais l'un ou l'autre. Et là, l'absence même de penser les enfants, c'est-à-dire la parenté, dans le modèle de la gannerie, il est absolument caractéristique de sa pensée. C'est-à-dire c'est une pensée dématérialisée. À la sociabilité, à l'obligation, Mais vous êtes sûr que c'est que à la ça? calcification des identités, alors que l'amitié, c'est l'espèce d'aspiration à une vie au dehors, justement, à une vie qui n'a pas de centre, à une Ah, vie qui est centrée sur la rencontre, donc la démultiplication des liens, donc la transitivité des liens, donc la complexification de nos identités. Et là, un ami, par définition, c'est quelqu'un qui nous présente d'autres amis. On est toujours l'ami des amis de son ami, et donc l'amitié est une forme ouverte, c'est une forme généreuse, c'est une forme d'accueil, et qui, à mon avis, est susceptible de produire des dispositions mentales beaucoup plus libertaires que la famille. Et je dis Bon. Alors là, je l'invite à lire Benoît Coquart, pour ceux qui font de la sociologie sérieuse, mais comme le terrain n'intéresse pas la gannerie, on reviendra là-dessus, et il se moque des gens qui font du son terrain. principe de base, oui, c'est son principe de base dans son approche de la socio, hein. C'est Voilà. que faire du terrain, c'est de la merde, hein. Faut penser dans sa tête, hein. Voilà, et donc Benoît Coquart qui fait peut-être un peu trop de terrain par rapport à la gannerie. Vous lisez Benoît Coquart, ceux qui restent, et puis vous allez voir, il a étudié les gens, comment dire, qui ont des cercles d'amitié très très proches, même plus importants que le couple. Et vous allez voir ce que ça donne comme vision du monde. C'est littéralement la matrice du vote Rassemblement National, ce que montre Benoît Coquart. Donc nous faire croire que les cercles d'amitié très très proches, très très puissants, seraient fondamentalement révolutionnaires et progressistes, bah vous lisez Benoît Coquart, puis vous allez voir le retour à la réalité. Le problème, c'est que la gannerie ne travaille pas et ne fait que socialiser son rapport individuel. C'est ça son truc. Lui, il considère que ce qu'il fait est fondamentalement de gauche et progressiste. Ça, c'est sa vision du monde. Il n'interroge jamais les conditions matérielles de ses idées. Il n'interroge jamais la condition matérielle de ses pratiques. Et en plus... Alors là, il est bien cohérent avec sa vision du monde bourgeois, c'est-à-dire qu'il fait les jugements de valeur adéquats à ses jugements de fait. Ça, c'est très bien. Donc l'ouvrage de Benoît Coquart, je vois dans le chat, c'est Ceux qui restent. Et vous allez voir à quel point les cercles d'amitié sont absolument, dans ces situations-là, bien plus fondamentales que le couple. D'ailleurs, les hommes font passer leurs amis avant le couple.
Tu connais ça, Zoé? On connaît ça dans le monde de la ruralité. Les hommes qui vont dire qu'ils sont sortis tous les week-ends pendant que la femme gère les enfants parce que eux, il faut qu'ils valorisent leur cercle d'amis, etc. Parce que eux, il faut qu'ils valorisent le fait qu'à un moment donné, j'ai aidé sur un chantier, il faut que j'aille aider sur un autre. Et ben voilà. C'est Donc, ça. et Je vais vous aider allez à voir, couper le bois, voilà. machin. Et c'est Vous- des tâches qui deviennent des espèces de manières de trouver une bonne raison de pas te taper le travail domestique, etc. Et d'aller faire un autre type de travail, alors qui peut être difficile aussi, mais qui est beaucoup plus valorisant sur le plan social. Puis que tu décides quand ça commence et quand ça s'arrête. Et puis tu peux aller boire des coups après, etc. C'est pas les mêmes rapports. Déjà dans le chat, ça dit ouais, donc du coup, c'est l'amitié qui est forcément aliénante. Non, Ben c'est non, qu'en fait, justement. dire la famille ou l'amitié, en soi, c'est pas ça qui crée des structures mentales, c'est tous les rapports sociaux qu'il y a autour. Voilà. Donc, Et dire famille ou nous, amitié ne suffit pas, mais ça nécessite d'aller avoir une analyse un peu matérialiste, ce que la gannerie ne fait jamais, donc on ne peut pas penser avec ça. donc c'est ça qui est drôle, c'est que justement, ce qu'on reproche à la gannerie, c'est de faire des concepts à dents creuses, comme on dit, qui ne recouvrent rien et donc qui remplit. Donc il va dire, il va opposer la famille et l'amitié. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des niveaux d'amitié qui peuvent être extrêmement réactionnaires et conservateurs et des niveaux de famille qui peuvent être extrêmement progressistes. Et inversement, vous voyez, c'est de la dialectique. Et tout ça s'interroge dans une macrostructure matérielle, sociale plus large. Donc faire croire que, et surtout en plus en France, en 2025, faire croire que l'un est plus aliénant que l'autre, sans en plus comprendre pourquoi l'un serait aliénant et l'autre ne le serait pas, sans le replacer dans des interrogations matérielles, bah, tout ça n'a aucun sens et ça donne la gannerie. Voilà. Je dirais même qu'en un sens, la politique devrait se donner pour projet de développer le plus d'amitié possible. Pour moi, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié. Et j'essaye d'imaginer que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui, mais un ministère de l'amitié. Pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des allocations familiales? Pourquoi dans la fonction publique, on peut faire des rapprochements de conjoints, on peut pas faire des Mais rapprochements sur les allocations familiales, Benoît, Geoffroy, il se trouve que c'est rare d'avoir besoin d'acheter une bagnole plus grande et une poussette pour Non, balader mais ses amis. Voilà. c'est surtout que, Euh, c'est surtout que enfin, je sais s'il y a pas. des allocations familiales, c'est parce que on doit ramener de la matérialité pour des êtres qui n'ont Ben pas oui, d'autonomie. Ça, c'est la c'est base ça. de Ils la peuvent pas biologie, c'est subir. Voilà. Les gosses de l'altricialité. 5 mois, Voilà, les gosses de 5 mois sont très peu autonomes pour gérer leur logement, quoi. Très, très c'est peu, hein. genre Très l'allocation peu. amicale, ça n'a aucun sens entre deux adultes. Et c'est d'ailleurs, ce serait ultra violent et même ultra Après, réactionnaire de oui, donner à un tiers de l'argent pour qu'il te le redonne à toi. Ça veut dire qu'il aurait un pouvoir de oui, contrôle qu'il soit ton ami sur pour toi. mais voilà, si vous voulez donner des ressources aux gens, je sais pas, revenu Oui, oui, universel, etc., tu donnes une allocation directement aux gens pour qu'ils usent de leur autonomie. oui. Mais de dire une allocation, ce qu'on fait dans l'allocation familiale, c'est justement de donner aux parents qui sont loin, loin, loin d'être les meilleurs pour gérer ça. Bah Une oui, forme, voilà. qui est un problème aussi, hein. Voilà, Enfin, on pourrait effectivement distribuer les allocations familiales à des gens qui ne sont pas les parents, mais qui doivent s'occuper d'enfants, etc. Mais à la fin, on leur donne à et eux pour qu'ils subviennent à des ressources d'enfants qui ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à des ressources. Vos amis, ils peuvent subvenir eux-mêmes à des ressources, ou alors on leur donne directement des ressources. Enfin, vous voyez, le niveau d'abstraction et de radicalisme lui fait dire n'importe quoi. L'allocation amicale, ça n'a aucun sens, et même si c'était appliqué, ce serait ultra conservateur, quoi. après, la vraie solution, c'est sécurité sociale de l'alimentation, sécurité sociale du logement, sécurité sociale de l'énergie, Bah, démarchandisation des choses dont on a tous besoin, se soigner, s'éduquer, se loger, etc. Voilà. Du coup, t'as pas besoin de ces merdes d'allocations familiales et tout, parce que tu te poses plus la question, quoi. Mais, enfin, bon, bref. c'est ça. Et puis c'est Passons. surtout de se dire, voilà, de faire en sorte d'attacher les ressources aux personnes, quoi. Bah oui. Et non pas à des tiers, voilà. Enfin, Aux gens qui sont tiers autour de ces personnes, on est bien d'accord. juger la réflexion qu'il y a avant chez la gannerie quand ils proposent ces solutions concrètes. Oui, un ministère des amis et les allocations amicales. Puis quand vous vous rendez compte, vous dites, mais c'est quoi en fait? C'est ridicule, quoi. Après, le fait de demander un truc pour rapprochement d'amis, ça, je capte, tu vois, l'idée. Enfin, en fait, c'est qu'il faudrait pouvoir. Alors, quand tu es fonctionnaire, hein, j'imagine, ou. Enfin, voilà, alors dans le privé aussi, la question doit pouvoir se poser, mais demander une mutation, pourquoi est-ce que le rapprochement familial est plus important que le reste? Alors, dans une société où l'organisation se fait par famille nucléaire et où les enfants sont dépendants de leurs parents, on est obligé de peut-être de prioriser les parents de jeunes enfants pour qu'ils puissent s'occuper de leurs jeunes enfants, sinon personne d'autre le fait parce qu'on s'est organisé comme ça. Alors après, du coup, le problème n'est pas tellement
Voilà, le problème est de repenser justement cette surparentalisation de la manière de s'occuper des enfants, quoi. Ouais. Je crois que s'il y a un vrai problème aujourd'hui, on peut interroger la famille, mais dans la famille moderne, qui est encore là, très instituée, même la famille libérale qu'on a aujourd'hui, c'est le parentalisme, quoi. La surpropriérisation des parents, quoi. C'était les parents ont tous les droits et ont même une espèce d'autonomie absolue sur l'éducation de leurs enfants, etc. Enfin, là, vraiment, on est sur... Ah, mais Là, c'est le vraiment, il y a une fameux truc, critique à tu faire. sais, c'est le fameux truc, c'est mon enfant, je fais ce que je veux, hein. C'est ça, Bah, non, en fait. exactement. Non, tu fais pas ce que tu veux, c'est pas Là, ta chose. vraiment, la Tu pas vie, propriétaire de cet enfant, quoi. voilà, la violence que c'est justement de pouvoir décider de manière absolument individuelle de ce qu'on fait d'un enfant. Là, ça crée des violences, pas simplement des violences directes qu'on connaît, hein, les VSS, les viols, etc. Mais en plus, il y a des violences éducatives. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà même des violences sexuelles. Donc, il y a des façons d'éduquer des enfants qui sont néfastes, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit mais Geoffroy de la Gannerie est pour la propriété parentale des enfants. Il n'a pas parlé d'enfants. Justement, il évacue la question. Et son cercle d'amicalité, c'est justement de ne jamais en parler. Et même la façon dont il en parle dans son livre et à l'instant dans l'interview, il ne va pas en parler. Tout est conditionné pour justement y échapper. Donc c'est ça la matérialité concrète de Geoffroy derrière tout ça. Échapper aux enfants. Et donc, Geoffroy de la Gannerie, c'est un type, je le sais, qui va dans des centres de vacances sans enfants, child free, qui veut avoir des restaurants de child free. C'est ça, Geoffroy de la Gannerie. Tout le monde le voit. Si vous n'avez pas compris ce qu'il y a derrière, ben on vous l'explique. Le mec vient d'expliquer qu'à partir du moment où ses potes ont des gosses, c'est plus ses potes. Enfin, Voilà, je sais c'est pas. ça. Donc, je veux dire, Non, enfin, vous non. voyez, derrière, on a ça. On a des gens qui détestent profondément les enfants, qui postent des trucs TikTok quand ils entendent un enfant pleurer dans le wagon, qui veulent des bars et des épiceries sans enfants. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Vous voyez, la proposition concrète de Geoffroy de la Gannerie. Mais Covid, pourquoi on pouvait- choisir mais forcément? pendant le Pardon. Covid, on Pourquoi- pouvait mais traverser pourquoi- le pays pour chercher son enfant, mais- on pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami. Donc Mais qu'est-ce qui pourquoi fait que nous vivons dans des rejeter sociétés de forcément familialisme autoritaire? Pourquoi Je sais pas où a vécu la Gannerie pendant qu'on était sous le Covid, mais on n'avait pas le droit d'aller voir ses parents parce qu'on était leurs enfants. On avait le droit d'aller voir ses parents sous condition parce qu'ils avaient besoin d'assistance matérielle ou quelque chose comme ça. Sinon, tout le monde aurait pu se déplacer. Donc, c'est faire croire qu'on était empêché de voir des amis alors qu'on avait le droit d'aller voir ses frères et sœurs, mais tout ça est une fable. Hein. Tout ça est bidon. Société de familialisme autoritaire. Pourquoi rejeter à ce point le modèle familial, d'ailleurs, qui n'est plus le même que dans les années 50? Il y a plein de modes de famille différentes aujourd'hui. On n'est plus dans l'oppression d'un seul modèle. Il y a des différentes manières aussi d'être parent. Et puis, quand vous dites c'est égoïste, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, mais l'égoïsme, il est de quel côté? Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu de votre côté? C'est sûr que de ne pas avoir à s'occuper d'un Je enfant, suis pas souvent à le faire d'accord avec étudier ou à Léa gérer ses Salamé. angoisses, Ouais. ça donne plus de liberté pour voyager, pour lire, pour aller au musée. Mais est-ce que l'égoïsme, il n'est pas aussi de votre côté, d'une certaine manière? Il y a un sens enrichissant à éduquer un enfant, à le voir grandir, à lui donner des choses. Il y a un acte de générosité là-dedans. Et on est moins sur son nombril ou sur son plaisir personnel. Alors c'est vrai qu'en un sens, mon livre, il ne s'adresse pas aux gens qui sont à l'aise avec la vie familiale. Il s'adresse Geoffroy. oui, Mec, en c'est fait. pas une question d'être à l'aise, en fait. Les gens, genre, ils subissent, mais tu sais, j'entends aller au musée, lire et voyager. Oui, c'est vrai. Quelle classe sociale fait ça, putain de merde, en fait? Enfin, c'est quelle dinguerie. C'est ça qui est génial, c'est qu'à la fin, il dit bah, moi, je fais une étude sociologique. Alors, spoiler alert, soit on est scientifique, et puis bah, ça s'adresse à la communauté totale, hein, quand on apporte un progrès Oui, scientifique ou une enfin. vue. Si ta tech, Geoffroy, c'est si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, comme Booba, bah oui, bah, t'es un artiste, quoi, mais tu fais pas de la sociologie ou de la philosophie. Donc, oui, effectivement, on a bien compris que les gens qui voulaient s'épanouir dans la famille, tu les prenais pour des tocards, voilà, et qu'effectivement, t'as pas écrit un livre pour eux. Ça, on a compris, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début, quoi. Et sans même s'épanouir dans la famille, Chris, juste de fait, ils ont des enfants ou ils ont, enfin, tu vois, c'est le fait, quoi. Ils se sont pas dit, tiens, je vais m'épanouir C'est dans pour la ça. famille, parce que là, il dit, ce truc ne s'adresse pas aux gens qui sont à l'aise dans la vie familiale. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont des enfants et tout, donc qui sont typiquement dans des problématiques matérielles où le discours de Geoffroy de la Gannerie ne peut pas leur parler et qui se sentent pas à l'aise, hein. Enfin, où c'est difficile, en fait, c'est compliqué, c'est générateur de douleur, de souffrance, de violence, de plein de trucs qui vont pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est que jamais ce type de pensée ne va leur permettre de s'en sortir, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il parle avec des gens qui sont déjà convaincus avec lui, et il ne donne aucune ressource pour ceux qui, justement, sont enfermés dans la famille.
ou même des gens C'est qui ça. sont Et enfermés comment dans s'en l'amitié. sortir, Et hein. comment s'en sortir? Ouais, Il il dit donne. juste, mieux de Il pas dit en bah avoir, hein. C'est mieux d'être moi, tranquille. ouais, voilà, vous auriez mieux fait. Mmh. Ouais. Tu sais, c'est les gens qui disent bah t'avais qu'à pas faire des gosses. Même le fait de faire des enfants n'est pas toujours un choix. Aucune contraception n'est fiable à 100%. L'interruption médicale de grossesse en France n'est possible que jusqu'à un certain terme, à peu près 3-4 mois, quoi. Si vraiment le terme est dépassé, il y a possibilité d'aller notamment en Belgique, mais bon, c'est un peu galère. Je sais pas, vous êtes une gamine du fond de la campagne, vous avez 17 ans, vos parents sont pas au courant, vous barrez interrompre votre grossesse à 5 mois et demi en Belgique, c'est un peu chaud, hein. Et donc, il y a aussi plein de fois où la parentalité, elle est aussi contrainte, hein, par plein de choses. Et puis parfois, on pense qu'on va avoir une parentalité où on est 2, où le mec va rester, puis en fait, le mec se barre, hein. Il y a 20 % des enfants qui n'ont pas de géniteur Et qui restent, hein. Enfin, voilà. Donc bon, bref. Il y a quelqu'un qui dit mais vous avez pas de discours sur l'hétéronormativité, mais c'est pas le sujet de la vidéo et c'est même pas le Bah, sujet de la tout galerie. ce dont on parle s'applique aux hétéros et aux alors le fait de tomber enceinte, ça s'adresse soit aux femmes cis, soit aux hommes trans. C'est Voilà. ça, exactement. Mais tout ce qu'on a dit sur la répartition des tâches, sur l'impact des horaires de travail, de machin, les conditions matérielles et tout ça, c'est pas propre aux hétéros, hein, pas du C'est tout. ça. Et c'est même la Gannery dit que c'est pas le sujet. Même la Gannery dit Bah que Foucault, etc., c'est un peu ou pas s'est trompé, mais à l'époque pour lui c'était important de dire ça. Lui aujourd'hui il dit bah non en fait je me sens plus proche d'un couple sans enfants hétérosexuel, il l'a dit précédemment, que d'un couple homosexuel avec des enfants. Donc c'est littéralement lui qui n'a pas de critique de l'hétéronormativité. C'est pas le sujet. Parce que c'est pas le sujet. Son rapport, c'est son rapport à la vie forcément un peu libre, voilà, amicale. Il s'adresse aux dissidents de la famille. Il s'adresse aux gens qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans et qui se sentent un peu en décalage par rapport à ces schémas-là, qui se disent comment est-ce que je pourrais construire ma vie, qui n'ont pas de modèle à proposer. Il s'adresse aux femmes que Annie Ernaux appelait les femmes gelées, qui sont emprisonnées dans la reproduction des tâches domestiques et si elles se demandent si elles ne sont pas passées à côté de leur vie. Il s'adresse aux gens qui ont 50, 60 ans, dont le compagnon ou la compagne ont pu partir, dont les enfants sont Voilà, Les ça, femmes gelées, je vois pas trop, bon bref. Elles gèrent le travail domestique, le machin, de trucs, elles sont enfermées là-dedans. Parfois, elles ont un mec de merde ou conjoint de merde et tout. Et c'est en lisant le bouquin de enfin bon bref. Et c'est en se disant: «En fait, j'aurais dû centrer ma vie sur l'amitié. En fait, oui, j'aurais pas dû les faire ces chiards-là. ouais, c'est J'aurais ça. dû centrer ma vie sur l'amitié». Bah super, tu vois, les gosses, ils sont là, hein, donc à un Et puis, moment, tu sais, c'est la situation est normale, statique. Ça, c'est la pensée de la Gannery, une pensée statique. C'est des choix l'un ou l'autre. À la fin, c'est des choix, tu vois. Comme s'il n'y avait pas un moyen de dire j'avais envie d'avoir des enfants, j'ai un rapport à ça qui m'intéresse, et les conditions concrètes qu'on nous donne aujourd'hui pour avoir des enfants sont insatisfaisantes et rendent ma vie insatisfaisante. Quelles sont les conditions concrètes pour avoir une richesse dans le rapport aux enfants? C'est ça la question qui nous intéresse quand on transforme le monde. C'est pas de dire ah si je pouvais revenir en arrière, eh ben j'aurais choisi ça plutôt que ça. Mais ça c'est la Gannery. Et il dit bah ouais mais moi je vais offrir un truc qui existe déjà que moi je fais à d'autres. Mais très bien, Geoffroy, mais en fait, tu te rends compte que tu vas l'offrir que aux gens qui ont tes conditions sociales à la fin. Tu es dans une espèce de liberté individuelle, du choix, de choisir sa vie, mais tout ça est bidon. Et d'ailleurs, tu te mords la queue parce que tu passes d'autres interviews à nous dire d'autres fois des trucs ultra déterministes en disant on ne choisit rien, etc. Donc on aimerait bien que là, bah, sur le cercle d'amicalité par rapport à la famille, tu nous expliques comment ça se fait que tu parles autant de ce choix-là alors que dans d'autres situations, tu dis qu'on choisit rien, quoi. partie qui se retrouvent seuls, ayant perdu les amis sur le chemin, qui se retrouvent dans une extrême solitude. Et tous ces gens-là, cette espèce de communauté des dissidents de la famille, j'essaie de proposer une forme de modèle d'une vie possible et assumée pour vivre autrement. Non, non, mais je trouve votre livre stimulant intellectuellement, radical, donc contestable, mais stimulant, ce que vous dites. Et puis, vous avez une autre bête noire dans votre livre, au-delà du familialisme, c'est, Nicolas, écoutez bien, ça nous concerne, Ah oui. le matinalisme. Là, on va... Ah ben Là, là, on va- ça va être C'est pour vous le dire- pompon, hein. Voilà, mais c'est bien, il nous reste 2 minutes, ça va conclure sur les gens qui pensent que la Gannery est un type sérieux. On va tester. Minimalisme est une autre forme d'oppression pour vous, c'est Ah de oui. penser que tous les rendez-vous importants doivent se faire en entreprise, dans la vie sociale, le matin, parce qu'en gros, on a des enfants, et donc les enfants, on doit se lever tôt, et donc c'est le matin. Et ça, c'est le message que vous adressez ce matin à nos auditeurs et à nos patrons accessoirement, c'est matinalier, opprimé du matin, levez-vous, quoi. Bah, moi, j'ai toujours vécu le matin comme un cauchemar et comme une horreur. Je pense que beaucoup de formes de rejet de l'école se situent en fait aussi le terme du matin et qu'on ne thématise pas le rejet du matin comme un des facteurs essentiels du rejet de l'école. Mais plus généralement, le matinalisme, c'est pour moi la preuve que les gens qui ont des familles se sentent en droit d'exercer une forme de cannibalisme moral et de cannibalisme
Genre le matin, c'est pas du tout une organisation sociale du travail, tu vois. C'est le matin est un problème en soi. On a quitté la politique, on a quitté les classes sociales, on a tout quitté. C'est-à-dire que, C'est l'autre. voilà, Geoffroy C'est de la Gannerie, il croit que les gosses à l'école, alors je sais pas comment il a détesté l'école. Bon, quand tu es un homme blanc issu de la grande bourgeoisie, t'as pas le même rapport à l'école que on a des stats sur qui se fait maltraiter par le système scolaire et qui ne se fait pas maltraiter par le système scolaire. Et spoiler, c'est pas que le matin qui est en cause. Alors après, il y a des vrais sujets, notamment chez les ados, de rythme physiologique qui fait que les ados en fait ont tendance à se coucher plus tard et se lever plus tard. Et probablement que ça serait plus intéressant, notamment au collège et au lycée, de commencer les cours à 10h et pas à 8. Mais ça pose des problèmes d'organisation familiale. Bref, on peut en parler juste après. Mais en fait, la majorité des gosses détestent l'école parce que le système scolaire est organisé pour brutaliser particulièrement les gamins des milieux populaires, particulièrement les jeunes garçons des milieux populaires et particulièrement les jeunes garçons racisés des milieux populaires. Ça, c'est les stats. Enfin, je veux dire, les sociologues, il a vu les stats. Et c'est pas parce que ça leur casse les couilles de se lever le matin, parce qu'ils ont toujours détesté le matin, parce qu'ils sont face à une institution tenue par des agents, des profs, par exemple, etc., qui reproduisent la violence, quoi. Mais c'est quand même une dinguerie de voir les trucs comme ça. Ça peut plus, quoi. Ça dit quelque chose de son rapport au travail, tu vois. Ça dit Mais bien quelque chose de son rapport ça rend fou. tertiarisé du monde du travail. Je veux dire, littéralement, le travail pour le monde ouvrier, pour le monde agricole, etc., n'est pas calqué sur 8h, 17h. En fait, il y a des chaînes de production d'usines, elles tournent 24 heures sur 24. Moi, Donc, des mecs qui font 6h, 14h, 14h, 21h. Moi, quand j'étais en 3-8, le matin, c'était ce que je préférais, parce que ça me libérait l'après-midi. Justement, je regrettais ne pas avoir de matin. Voilà, c'était horrible. Je vais même dire un autre truc. Les parents qui sont en 2-8, qui sont obligés d'inverser leur 8, justement pour pouvoir emmener les enfants à l'école tous les matins, parce qu'il y a une semaine sur 2 où tu ne peux pas les emmener à l'école vu que tu démarres à 5h, etc. Ça veut dire que tu es littéralement organisé pour vivre seulement le matin une partie et seulement l'après-midi une autre partie, et tu es obligé de ne pas voir ton conjoint ou ta conjointe, etc. parce que tu es obligé d'inverser tes 8. Mais c'est catastrophique de rien comprendre à ce point-là. C'est vraiment l'auteur le plus dépolitisant du monde intellectuel de gauche. C'est vraiment le type moi, je déteste le matin. Parce que moi, sociologue, en fait, on me demande des entretiens le matin, j'aime pas me lever. D'accord, mais pourquoi on est organisé comme ça, Geoffroy ? Pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi le matin, pour plein d'autres gens, c'est une bénédiction, c'est trop bien de pouvoir se lever le matin ? Parce que les gens qui travaillent de nuit ne connaissent pas ce que c'est le matin. C'est vraiment, mais il y a des conditions matérielles à vivre le matin et il y a des conditions matérielles à détester le matin. C'est une catastrophe de dire des trucs pareils, quoi. C'est vraiment une catastrophe, mais c'est Joff, quoi. C'est un type, mais qui ne parle que de lui. Il ne parle que de lui et il fait croire que c'est un problème social, quoi. Et donc, crois-tu qu'il va se dire, il y a un enjeu sur l'organisation du travail dans ce monde capitaliste, sur le fait que ça soit toujours les mêmes personnes qui se tapent les tâches qu'il faut faire très tôt le matin ou qu'il faut faire la nuit, que c'est pas des trucs sur lesquels on tourne, etc. Qu'on n'a pas pensé une organisation sociale pour aider les gens qui ont des horaires décalés, parce que je sais pas, moi je bosse dans la santé, par exemple, il va toujours falloir en santé des gens qui bossent la nuit, c'est obligatoire. Et dans certaines lignes de production et tout, enfin on pourra en parler, mais il y a des chaînes, en fait, vous pouvez pas les arrêter, quoi. Ça prend des mois à repartir et tout, donc vous pouvez pas arrêter la chaîne tous les soirs et tout ça. Il y a vraiment des métiers qui nécessitent d'être en continu, etc. Les pompiers, les gars qui gèrent, je sais pas, le réseau électrique, enfin voilà, il y a des métiers, il faut pouvoir s'organiser en bossant, en bossant le matin, la nuit et tout ça. Lui, plutôt que se dire, c'est toujours les mêmes personnes qui se tapent ça. La société n'est pas organisée autour de ça, donc eux, quand ils ont leur moment à emmener à l'école, leur machin, leur truc, c'est la merde. Ou même, juste, je vous dis, pour faire les démarches administratives, il dit les rendez-vous en entreprise se font le matin. Il y a plein de gens qui, du fait de leurs horaires de travail, ne peuvent pas se rendre aux impôts, à la CAF, au machin, au truc, parce que les horaires sont pas adaptés. Bref, il pourrait avoir une réflexion comme ça, globale, sur le travail, l'organisation capitaliste du travail, voire même validiste, etc., sur le fait qu'on... effectivement, il y a des gens qui ont des rythmes différents et donc on pourrait penser des sociétés où on trouve des places en fonction des rythmes de chacun et tout, bien sûr, tu vois. Mais lui, sa conclusion, c'est il y a une cannibalisation du temps du matin par les gens qui ont des gosses. Oui. Puis comme si le matin, pour quelqu'un qui doit aller au boulot ou à l'école, je suis d'accord, parce que c'est un milieu violent, l'école, c'est la même chose que le matin pour Bernard Arnault.
Bah non, il est content de se lever le matin parce que lui, il a prise sur son réel, sur son quotidien, il a les matérialités de tout, etc. C'est pas une contrainte. Le fait que vous aimez pas le matin, c'est le fait de devoir aller faire un métier alimentaire qui est pénible. Si c'était pour quand vous voulez faire une activité, quand vous voulez partir en vacances, il y a de fortes chances que le matin vous dérange moins. Donc c'est encore un rapport social à devoir faire des travaux contraignants dans des conditions matérielles de merde. Le matin n'est pas un problème en soi. Donc c'est vraiment essentialiser des choses et dépolitiser des choses. Et juste pour finir, moi je vais citer un livre qui est assez intéressant qui s'appelle La grande transformation du sommeil, comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Là vous verrez justement aussi à quel point par exemple le fait de dormir 7-8 heures d'affilée et de se lever à 8 heures ou 9 heures a été un rythme imposé par la société industrielle pour une simple et bonne raison. Tu sais pourquoi, Zoé? Et c'est aussi pour ça par exemple qu'il y a le changement d'horaire l'hiver et l'été. C'est pour pouvoir travailler à la lumière du jour. C'est que dans la fabrique, il faut être aligné un maximum dans la production, quand vous faites de la production manufacturière ou quand vous êtes à la lumière du jour. Ça évite de payer des lampes dans les fabriques pour maximiser la plus-value. Donc tout ça, c'est vraiment une analyse dépolitisante au possible. Lisez ça, Les grandes transformations du sommeil, c'est super intéressant. Et vous verrez, toute cette logique du matin n'a rien à voir avec le matin en lui-même. C'est une certaine forme d'organisation sociale qui s'appelle le capitalisme. Je me permets de rappeler, juste très vite fait là-dessus, que le travail de nuit est en grande partie réalisé par les ouvriers et les employés. Il y a très peu de cadres de professions intellectuelles supérieures et tout qui travaillent de nuit. Et de professions intermédiaires un peu plus, mais c'est beaucoup les employés et les ouvriers. Et que le travail de nuit est associé à une réduction importante de l'espérance de vie, de l'ordre de 10 à 15 ans suivant certains métiers. Et donc c'est vraiment un truc d'organisation sociale globale, de penser ces métiers avec des horaires compliqués et tout, autre que c'est les familles qui cannibalisent le matin. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment comme si c'était en plus une volonté familiale, tu sais, d'organiser le travail autour du matin. Enfin, c'est vraiment risible. Ah, écoute bien. De cannibalisme moral et de cannibalisme temporel sur ceux qui n'ont pas d'enfants. J'adore votre sens de la mesure toujours, mais c'est toujours un plaisir. D'imposer leur rythme aux autres et de penser toujours que c'est un caprice. Mais ce qui est marrant, c'est que ce type se veut radical. Normalement, les gens radicaux sont... Mais il va juste choquer des bourgeois sur France Inter. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en plus, il les choque même pas. Il les fait rigoler. Oui. Vous voyez? Alors moi, je vous invite à regarder les interviews de Rima Hassan ou de Mélenchon quand ils passent à France Inter, puis vous allez voir si c'est la même ambiance. Puis on va voir le même ton. Hein. Qui a le niveau de radicalité qu'ils pensent avoir. Quand on veut pas se lever le matin. Si vous dites « je ne peux pas aller à une réunion à 17h car dois aller chercher mes enfants à l'école », personne ne vous en voudra. Alors, spoiler alert, t'as jamais travaillé de ta vie. Mais bien sûr. Mais il est ouf, lui, ou quoi? Putain, tu crois que Sandrine, qui bosse dans la mise en rayon à Lidl, et d'ailleurs, à Lidl, elles font pas que de la mise en rayon, elles font de la caisse, de la mise en rayon. Lidl, il y a eu un gros mouvement social, là, immense boîte de merde, immense maltraitance de gens et tout. Donc moi, il y a des gens que je soigne qui bossent à Lidl. Tu crois que Sandrine, mère célibataire qui bosse à Lidl, si le mec lui dit « Bon, Sandrine, tu devais finir à 17h, mais comme Monique est malade, parce que je l'ai pressurée jusqu'au bout et tout, et que du coup son corps a lâché, bon ça le patron le dira pas, du coup tu vas rester jusqu'à 18h30. Et Sandrine, ah non mais moi il faut que j'aille chercher Timéo, en plus j'avais rendez-vous chez le médecin et tout, machin, pour son vaccin. Ah non, mais Sandrine, tu vas te faire foutre en fait, tu te démerdes. Et là Sandrine, elle est là, elle galère, elle appelle sa voisine, elle appelle sa sœur qui va faire 45 minutes de route, elle appelle machin, elle appelle truc, personne peut aller chercher Timéo, elle essaye de voir avec la mère de la pote de Timéo s'il peut pas récupérer Timéo. La mère de la pote de Timéo est d'accord, mais ça lui casse un peu les couilles parce que c'est la 3e fois ce mois-ci. Mais qu'est-ce qu'il dit lui en fait? Mais ça, vraiment, je sais pas si vous comprenez pourquoi ça me fait péter un câble en fait, ce genre de discours. En fait, sous ces airs de radicalisme et tout, en fait, c'est vraiment un mec qui est aveugle à la violence sociale et qui ne propose que des trucs qui ne vont jamais changer la vie des gens, tout en passant pour un immense gauchiste qui va penser des trucs. Ça me fait péter les plombs. Non, mais c'est une folie parce qu'en plus, t'es vraiment, mais viens voir ce que c'est. Le monde de gens qui sont employés, qui finissent à 17h30 et qui demandent de partir à 17h à leur manager,
si ça se passe bien. Mais moi, je rêverais que ce soit vrai ce qu'il nous raconte Geoffroy. C'est vrai que ce soit vrai que toutes les femmes qui finissent à 17h30 puissent dire « Ah bah non, je pars à 17h quand je veux parce que… » Mais c'est pas ça le monde du travail. Hein. Il vient de dire tel quel, ça dérange personne. Mais ça dérange ton manager qui doit rendre des comptes pourquoi machin était pas là, etc. C'est littéralement interdit. Tu dois faire tes horaires. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Mais quel mépris de classe, quelle inculture et quel mépris de classe. C'est vraiment ridicule, quoi. Tu dis, je ne peux pas me lever à 8h parce que je fais la fête jusqu'à 3h du matin. Tout le monde croit que c'est un caprice. Donc pourquoi est-ce que les gens qui ont des familles pensent que leur mode de vie doit être privilégié, doit être encouragé, doit être… Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais enfin, on est littéralement en train d'enlever de l'assistance solidaire, la sécu, des allocations familiales. On met la pression sur des gens, sur leurs allocations familiales. On met la pression sur des immigrés là-dessus. Ces possibilités de relations amicales sont bien moins contrôlées, violentées que les possibilités familiales qu'on offre aux classes populaires ou aux enfants immigrés, etc. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le truc, la famille, le plus contrôlé possible. Il n'y a pas un type de droite ou d'extrême droite qui ne veut pas retirer les allocations familiales quand ça ne correspond pas aux normes sociales. Qu'est-ce qu'il vient raconter? Vraiment, ce type est ouf. Vous savez pas, Les personnes les plus en précarité sont les familles monoparentales avec des femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est celles qui sont le plus en précarité dans ce pays. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Hein. C'est là que la vie commence. Hein. Geoffroy de la Gannerie. Juste une dernière question, parce que c'est l'actualité. Lors de votre dernière venue dans la matinale en septembre 2020, pour votre essai Sortir de notre impuissance politique, vous étiez montré très critique des formes d'action de la gauche, et notamment de la grève et de la manifestation. Vous disiez depuis 30 ans. Ce qui est marrant, c'est que ça finit sur… Il trouve que la grève et la manif, c'est un problème, Geoffroy. C'est pas du tout cohérent avec sa dépolitisation précédente. Voilà. Lorsqu'on proteste contre un gouvernement, on sort dans la rue, on s'exprime, on fait des selfies, qu'on met sur Insta, mais on n'agit pas politiquement. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis ce qui se passe avec la réforme des retraites? Non, alors moi j'étais un peu inquiet en disant qu'il y avait une colère, une énergie dissidente par rapport au projet barbare gouvernemental. J'avais la peur qu'on se reproduise une forme d'action qui était condamnée à l'échec, mais moi j'ai été très 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 ému et très touché par la stratégie de la France insoumise à l'Assemblée nationale qui a fait dérailler le rituel parlementaire, qui a produit une forme qui a fait l'unanimité contre elle. Hein, même. Ce qui est très bien, c'est Geoffroy, vous voyez, il nous dit la grève, la manif, les mouvements de masse sont un problème à gauche, mais lui, ce qu'il aime bien, ce qu'il trouve absolument parfait, c'est d'avoir fait dérailler l'article 7 et la navette parlementaire avec la France insoumise. Vous donne un rapport quand même à la lutte des classes qu'il peut avoir, Geoffroy. C'est vrai que, bon, tu viens dire que t'aimes pas le matin, que tu veux pas avoir d'enfants à France Inter, et puis après tu nous dis le niveau maximum de radicalité dans la lutte des classes, c'est de faire dérailler le processus parlementaire. Moi, je trouve que tout est bien cohérent dans le niveau de dépolitisation, de radicalisme, et au final, de conservatisme absolu de ce gars, quoi. Même la CGT. Et pas les gens de la même la CGT a critiqué. Qui ont tout à fait soutenu cette stratégie, qui a exprimé pour une fois la colère du peuple au sein de l'Assemblée nationale. Il se trouve que, bon, on en a parlé déjà, nous on était d'accord avec le move qu'a fait l'AFI à l'Assemblée à l'époque. Hein. Enfin, bon, bref, c'est pas le problème, c'est que si on doit hiérarchiser, il fallait que ça s'adosse à un mouvement social massif avec une grève reconductible, ce que la CGT n'a pas demandé, à notre grand désespoir. Bref, on va pas refaire l'histoire. Pour nous, c'est pas à l'opposé aux grèves, c'est justement, c'était un moyen de poursuivre et d'amplifier la… Non, mais c'était même pas ça. Un moyen de poursuivre et d'amplifier la grève. On va lâcher, putain, ça fait longtemps qu'on est sur le poil de Geoffroy. Alors, je vois dans le chat, alors désolé le chat, j'ai vu des gens qui s'énervent parce qu'on vous lit pas bien et tout. Alors, on n'est pas des streamers pro et je vous avoue que quand on parle, on vous lit pas toujours. Donc, on vous lit en entre-deux. J'ai vu pas mal de trucs. Donc, je vois beaucoup de gens qui aiment beaucoup Geoffroy de la Gannerie et qui sont pas contents qu'on en dise du mal. Alors, c'est vrai que c'est assez inhabituel que des gens critiquent Geoffroy de la Gannerie. En vrai, il est souvent dans les milieux de gauche radicale assez encensé. Pour des raisons qui, moi, me semblent… Enfin, je pense qu'il y a des intellectuels qui sont bien plus intéressants que lui, à mon avis. Voilà, c'est mon avis. Mais comme on vous l'a dit, on va faire un format plus long, parce que ça reste quand même quelqu'un de notre camp et qui a des réflexions intéressantes. Moi, il y a des fois où il dit des trucs qui m'intéressent beaucoup. Je vois qu'il y a des gens qui parlent de ses bouquins sur l'anticarcéralisme, etc. Pareil, nous, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, beaucoup, et sur lesquels on a des critiques à faire aussi à son approche, vraiment, qui n'est pas une approche si radicale que ça, qui est même une approche, allez, je vous tease, un peu conservatrice en réalité. Par contre, il y a plein de gens très intéressants à lire sur l'anticarcéralisme, hein, je pense à Gwenola Ricordo, par exemple, etc., qui en fait ne tiennent pas tout à fait les mêmes discours. Sur ce, écoutez les amis, est-ce que tu as envie de dire un tout petit mot de la fin, Chris? Parce que la cape c'est déjà longue et puis après mais désolé pour ceux qui sont déçus. Geoffroy Zouz. Qui nous critiquaient Geoffroy. Nous, ça fait partie de notre truc. Hein. Enfoncer des portes ouvertes, c'est pas notre truc, donc on aime bien créer des brèches. Voilà.
Donc on y reviendra. Mais si vous avez envie de venir quand même écouter nos critiques, vous êtes toujours les bienvenus. Nous, vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez, tant que vous êtes correct, pas insultant. Vous êtes bienvenus dans le chat, il n'y a pas de problème. Même insultant, en vrai, on banne quasiment jamais personne. Non, c'est vrai. Mais non, moi je pense personnellement, mais on y reviendra plus tard, que Geoffroy de la Gannerie est un penseur extrêmement conservateur sur plein de sujets. Oui. Et qui se fait passer pour un progressiste alors qu'il est extrêmement conservateur. Ce qu'il pense de la démocratie, ce qu'il pense de la politique, ce qu'il pense du rapport à l'histoire, ce qu'il pense de la transformation de la société, la façon dont il pense les sujets collectifs, la façon dont il pense le rapport homme-femme, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un de, à mon sens, problématique sur le plan idéologique. Et donc, on le dit et on le critique, quoi. C'est ça. Et après, tranquille, la gauche est forte quand elle débat, n'est-ce pas les potes? Voilà. Non mais qu'on soit clair, c'est pas d'argument. C'est pas l'ennemi principal, Geoffroy de la Gannerie. Qu'on soit clair, c'est pas le fascisme. Ça m'irait si Geoffroy de la Gannerie pouvait être ministre de l'amitié ou de l'amicalisme. Moi, ça me va. Oui, on lui laisse le ministère de l'amitié. On lui laisse les ministères de l'amitié. Je suis sûr qu'il fera des trucs pas mal. Bon, sauf s'il se met à faire des trucs qui foutent les mères de famille monoparentales précaires dans la merde parce qu'il estime que quand même elles ont cannibalisé le matin. Mais sinon, voilà. Bon, sur ce, les amis, il ne nous reste plus qu'à vous suggérer, si le contenu vous plaît, de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner aux chaînes personnelles de Padu, de moi. Vous pouvez aller lire la revue en ligne Position Revue sur laquelle des articles sont sortis récemment. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi aller sur le Insta de Position Revue, sur le Insta de Padu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee dont vous aurez le lien en description. On vous laisse avec l'excellente outro qui nous a été faite par Bouche Carrée, que vous pouvez aller voir aussi sur ses réseaux, TikTok, YouTube, etc., qui est une musicienne. Ce n'est pas moi qui chante, voilà, je le redis. C'est Bouche Carrée qui est une chanteuse très talentueuse. La légende s'évanouit. C'est ça. Sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut à tous.